Morning avec 24 News pour vous informer ce matin. Nous sommes le lundi 30 juin, c'est bientôt les vacances scolaires. En attendant, beaucoup d'actu qui nous attend ce matin et on prend tout de suite la direction du sud d'Israël où le week-end a été on ne peut plus tendu. On va vous retrouver Mathias Inbar sur place. Tirs de missiles continuent depuis 48 heures, notamment sur la ville de Sderot. Où vous vous trouvez? Quelle est la situation ce matin? Bonjour Barbara, eh bien la situation est celle-ci, à savoir 14 roquettes depuis minuit hier soir ont été tirées depuis la bande de Gaza sur le sud d'Israël et dans cette région entre la bordure de la bande de Gaza et Israël, pas moins de 10 roquettes tirées depuis 7 heures du matin. C'est dire si la tension est palpable dans la région. Hier, 2 roquettes ont été interceptées par le système d'hommes de fer et puis une réponse des tirs de Tsahal contre un site de rampe de lancement de missiles. Et pour la première fois, eh bien, un terroriste de l'aile militaire, un cadre de l'aile militaire du Hamas a été atteint. Est-ce à se demander si, pour la première fois, le Hamas veut montrer les crocs, à savoir qu'il entre dans cette danse de combat contre Israël. Alors précisément, Mathias, comment est-ce qu'on peut expliquer cette intensification de tirs ce week-end? Est-ce que c'est lié à l'opération que mène Tsahal en Cisjordanie, cette fois, depuis l'enlèvement des 3 adolescents? Eh bien, c'était le maître mot d'Ismaël Haniyeh ou de Khaled Meshaal. La 3e intifada est en cours et bien évidemment, s'il y a une opération de recherche en Cisjordanie pour retrouver les 3 adolescents, eh bien, les groupes islamistes et terroristes dans la bande de Gaza l'ont promis. Ils répondront par la force à cette opération en Cisjordanie. Et jusqu'à présent, eh bien, il s'agissait principalement du djihad islamique, du FPLP ou du comité de résistance populaire. Et là, pour la première fois, donc, il semble qu'un terroriste du Hamas, un cadre de l'aile militaire du Hamas, ait été atteint et donc ait planifié des tirs de missiles. On pourrait l'expliquer par une volonté de montrer les crocs, de vouloir montrer à Israël eh bien, qu'il y a toujours une force terroriste dans la bande de Gaza capable de lutter contre Israël. Merci beaucoup Mathias, on vous retrouve évidemment tout au long de cette édition. Vous nous tenez au courant de la situation dans le sud d'Israël. Et notre invité ce matin est Avi Pazner, diplomate israélien. Merci beaucoup d'être avec nous. On va revenir sur tous ces dossiers dans un instant avec vous. Pour l'heure, Cyril, les grands titres à la une des journaux du Moyen-Orient ce matin, avec tout d'abord les journaux israéliens qui reviennent évidemment sur ce grand rassemblement qui a eu lieu hier au cœur de Tel Aviv. Place Rabin, mobilisation de soutien aux 3 adolescents et à leurs familles enlevées. Ouais, bonjour Barbara. Chanter et prier pour la libération de Naftali, d'Eyal et de Gilad. Voilà donc pourquoi s'étaient réunis hier sur la place Rabin de Tel Aviv quelques 85 000 Israéliens en signe de solidarité avec les 3 adolescents enlevés, vous en souvenez, le 12 juin dernier. Alors les 3 mères se sont succédées hier à la tribune pour appeler à la libération de leurs fils, mais également pour exprimer leur gratitude vis-à-vis du gouvernement israélien, de l'armée israélienne, de l'ensemble des citoyens israéliens, mais également, souligne ce matin le Haaretz, une gratitude exprimée vis-à-vis du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, car selon le journal de gauche, les condamnations du Raïs de Ramallah eh bien, ont été grandement appréciées par les parents des otages. Alors le président israélien fraîchement élu, Reuven Rivlin, qui succède donc à Shimon Peres, a quant à lui estimé que l'appel pour le salut des 3 adolescents eh bien, devait également être entendu dans les mosquées et non pas seulement au sein de la société juive israélienne. Alors, plus tôt dans la journée, nous apprend le Yediot, les parents des 3 adolescents s'étaient rendus sur le lieu supposé de l'enlèvement, vous le voyez ici en une du Yediot Aharonot, là où leur fils précisément avait été aperçu pour la dernière fois, c'était dans la région du Gush Etzion au sud de Jérusalem le 12 juin dernier. Et le caricaturiste du nouveau journal qatari Al-Arabi El-Jadid, vous le voyez, qui fustige quant à lui la complicité de Mahmoud Abbas avec l'armée israélienne dans l'opération Gardien de nos frères, une opération où vous voyez les soldats israéliens qui fouillent de fond en comble le territoire palestinien avec sous le regard impassible de Mahmoud Abbas qui dit « Puis-je vous aider ?» pour retrouver donc les 3 adolescents
israélienne, une caricature que vous retrouverez donc ce matin dans le nouveau site d'information qatari Al Arabi Al Jadid. Alors dans le reste de la région, ce qui fait les gros titres, c'est évidemment la situation en Irak, notamment après cette proclamation de califat par les islamistes de l'Aïl. Oui, d'ailleurs, ne dites plus l'État islamique en Irak et au Levant, mais dites plutôt et tout simplement l'État islamique. Alors évidemment, il ne peut y avoir de califat sans calife. L'État islamique a donc désigné son chef. Il s'agit de Abu Bakr al-Baghdadi, rebaptisé de son vrai nom, le calife Ibrahim, parce que Abu Bakr al-Baghdadi comprenait Abu Bakr de Bagdad. Eh bien, c'est un nom, Barbara, un nom d'emprunt. Comme chacun sait, Abu Bakr, c'est le nom du premier calife sunnite de l'histoire musulmane. Alors, qui est donc ce nouvel émir que l'on voit en une du journal panarabe Al-Hayat? Eh bien, selon le quotidien qui nous propose un portrait ce matin, le chef de l'organisation est né en 1971 à Samara, au nord de Bagdad, et il aurait rejoint l'insurrection en Irak peu après l'invasion américaine de 2003. Il aurait passé 4 ans dans un camp de détention américain, et puis en 2005, il est déclaré mort. Et oui, mais miracle des miracles, comme ça arrive souvent avec les califes, eh bien, il réapparaît en 2010 à la tête de l'État islamique en Irak, l'ISI, ou l'EIL, l'ancêtre de l'EIIL. Al-Baghdadi serait un fin tacticien, nous dit le journal, toujours présent sur le champ de bataille et extrêmement proche de ses fidèles, ce qui lui vaut donc aujourd'hui d'être intronisé en tant que calife de tous les musulmans. Voilà, et en Israël aussi, Cyril, on suit avec beaucoup d'inquiétude l'avancée des islamistes. Et oui, parce que Barbara, le cauchemar pour les militaires israéliens, c'est de voir un jour les djihadistes progresser vers l'ouest et s'infiltrer sur le territoire du voisin jordanien, un royaume hachémite instable. Vous le savez, c'est contraire aux intérêts israéliens, et c'est sûrement la raison pour laquelle Binyamin Netanyahou a appelé hier la communauté internationale à renforcer la Jordanie. Et comme Israël n'est jamais mieux servi que par soi-même, écrit le Israël Hayom, eh bien, le Premier ministre israélien a annoncé qu'il avait l'intention de promouvoir l'édification d'une barrière de sécurité le long de sa frontière avec la Jordanie, car c'est là, a-t-il dit, que l'islam radical doit être stoppé et non aux abords de Tel Aviv. Et c'est justement à Tel Aviv, devant l'Institut d'études sur la sécurité nationale, l'INSS, que Netanyahou a également soutenu l'indépendance du Kurdistan irakien. Les Kurdes, a dit Netanyahou, sont un peuple combattant, modéré sur le plan politique, et ils ont droit à une indépendance politique. Avi Pazner, Israël qui s'inquiète de l'avancée des djihadistes jusqu'à ses frontières, est-ce que c'est une vraie menace ? Ça pourrait le devenir dans le futur, certainement. Et c'est pour cela que vous avez entendu dernièrement des informations selon lesquelles les États-Unis et Israël et la Jordanie s'apprêtaient à travailler ensemble pour arrêter cette infiltration, ou cette poussée plutôt, des islamistes vers le sud de l'Irak et vers l'ouest, c'est-à-dire vers la Jordanie. Cette installation d'un califat islamique au Levant, et c'est vraiment le Levant, cela comprend Israël, c'est-à-dire fertile. Bien, le croissant fertile, c'est El-Sham, c'est la Jordanie, c'est Israël, c'est le Liban, c'est la Syrie, l'Irak, c'est tout le monde. Donc, nous sommes indirectement, pour le moment, visés aussi, et il faut penser au jour de demain, ok ? Et donc, je crois que cette coopération future entre les États-Unis, Israël et la Jordanie est aussi importante que la barrière que le Premier ministre veut ériger sur le Jourdain. Moi, je préfère ériger la barrière à la frontière est de la Jordanie. OK ? Mais oui, Barbara, vous demandez, est-ce qu'il y a là une raison de se préoccuper ? À long terme, absolument. Restez avec nous, Avi Pazner. On termine, Cyril, par les kiosques du Caire. C'est un ramadan sous haute surveillance qui démarre en Égypte. Sous haute surveillance, surtout dans les mosquées, Barbara, puisque pendant le ramadan, les imams des 100 000 mosquées que compte le pays du Nil devront axer leur prêche, non pas sur la politique, mais sur la morale et sur la foi uniquement. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé hier le ministre des Biens religieux. Des déclarations relayées ce matin par le quotidien égyptien Ash-Shuruq. Et les prêches du ramadan donc doivent unir et non diviser, a déclaré Mohamed Mukhtar Gouma, car le discours religieux a trop longtemps été détourné à des fins politiques, a-t-il dit, vous l'aurez compris. Il faisait évidemment référence à la présidence de l'islamiste Mohamed Morsi, le journal qui rappelle que depuis la chute de l'ancien président égyptien, eh bien, les autorités religieuses ont tout simplement purgé les mosquées des imams jugés trop proches des frères musulmans. Les imams devront donc actuellement être des imams modérés et instruits, les imams qui sortent pour la plupart de l'université Al-Azhar du Caire. Voilà pour l'Égypte. Merci beaucoup, Cyril.
18 jours sans nouvelles des 3 adolescents enlevés par le Hamas et le cri de détresse des familles est arrivé hier jusqu'au cœur de Tel Aviv. On va voir les images dans un instant. Large rassemblement et donc hier soir, place Rabin. Vous le voyez sur ces images, 85 000 personnes présentes, toutes pour appeler à la libération immédiate des 3 jeunes, une grande prière pour ramener les 3 otages. Les familles étaient évidemment présentes. Avi Pazner, diplomate israélien, est-ce que c'est un cri de détresse qui va changer quelque chose ? En tout cas, c'est un cri de détresse qui va être entendu dans le monde parce que ce qui se passe à Tel Aviv est relayé, comme vous le savez, par les grandes chaînes de télévision. Et quand vous dites, Barbara, qu'il y a eu 85 000 personnes, c'est énorme. C'est énorme. C'est plein. Donc, il y a là quelque chose, parce que, à mon grand regret, en Europe, en Amérique, on n'a pas fait beaucoup attention à ce kidnapping. Pourquoi ? Pas assez attention. Ils étaient occupés avec autre chose, et peut-être que ça leur paraissait un petit événement de rien du tout, que 3 jeunes gens se sont fait kidnapper par des terroristes. Vous avez l'Irak, vous avez la Syrie, enfin... Et maintenant, je crois que petit à petit, nous arrivons à introduire dans la conscience internationale la gravité de ce problème et la nécessité de faire quelque chose pour retrouver ces jeunes gens. Donc je crois que hier, le rallye à Tel Aviv a beaucoup aidé à ça. Benjamin Netanyahu essaye d'augmenter la pression aussi sur la communauté internationale en pointant du doigt le Hamas. Mais vous l'avez dit, hein, c'est une mobilisation internationale qui reste quasi inexistante. On pourrait par exemple comparer la situation au Nigeria avec la campagne Bring Back Our Girls. On en est très loin, hein. On n'a pas vu Barack Obama se mobiliser et appeler à agir pour retrouver les trois otages israéliens. Vous avez raison, Barbara, vous avez raison. Et je sais que Kerry a fait une déclaration à ce sujet quand il a rencontré Avigdor Lieberman, après la rencontre avec Avigdor Lieberman. Oui, Obama ne s'est pas prononcé, ni Michelle Obama d'ailleurs, oui, qui avait dit qu'elle voyait ces jeunes filles comme sa propre fille. C'est un peu dommage qu'Obama n'a pas dit qu'il voyait ces jeunes garçons un peu comme... C'est parce que ces familles sont considérées à l'étranger, je mets le mot entre guillemets, comme des colons qui vivent dans des territoires occupés. C'est possible qu'on leur fait cette injustice. C'est possible, et certainement dans certaines parties des médias occidentaux. Et il y a aujourd'hui, comme vous le savez malheureusement, un problème d'image des implantations, comme nous l'avons vu maintenant avec la décision européenne d'avertir, pas encore de boycotter, mais d'avertir les ressortissants européens de ne pas faire d'affaires avec les... Donc, il est très possible, Barbara, que puisque ces 3 jeunes gens, qui sont d'ailleurs magnifiques, ce sont des jeunes qui étudient, qui vont servir dans l'armée, peut-être qu'on les voit comme des sortes de colons. Donc, c'est peut-être moins important que Gilad Shalit, qui était un soldat qui a été kidnappé. Mais c'est pour cela que nous devons faire tout notre possible pour arriver à introduire l'importance de ce fait dans la conscience mondiale. Parlons de cette initiative européenne. On l'a dit, la communauté internationale ne s'émeut pas de l'enlèvement de ces 3 jeunes. Au contraire, c'est le moment que décident 4 pays européens pour avertir, comme vous l'avez dit, ces ressortissants des risques de faire du business avec les implantations. C'est un hasard du calendrier ? Et moi, je dois dire que je suis déçu et surpris. Ouais. Déçu et surpris. Surpris qu'à un moment où tout explose au Moyen-Orient, la Syrie est en feu, continue d'être en feu, entre 100 et 200 morts par jour. L'Irak, j'en parle même pas, elle implode, ok. On établit un califat islamique. C'est de ça que l'Europe s'occupe. Des grands pays comme la France, comme l'Italie, comme l'Espagne, comme l'Allemagne, c'est de ça qu'on s'occupe. Au lieu de penser qu'est-ce qu'on fait devant cette vague qui menace l'Europe aussi d'ailleurs, parce qu'il y a des djihadistes européens qui sont là et qui vont retourner. C'est de ça qu'on s'occupe. Pourquoi ? Pourquoi alors ? Écoutez, je crois que les raisons sont psychologiques. Okay ? Parce qu'on voit ce problème, cette histoire d'implantation a été montée en épingle, et je crois là par la faute d'Obama. Parce qu'il y a 4 ans, il y a 5 ans, une des premières choses qu'Obama a déclaré, il faut arrêter toutes les implantations dans les territoires soi-disant occupés. Okay ? Avant ça,
Bon, c'était un problème, mais personne n'y prêtait grande attention. En attendant, Obama a compris son erreur et il en parle moins. Et les Européens n'ont pas compris? Et les Européens, ils ont pris ça, ils ont couru avec ça. Et depuis lors, c'est devenu une hantise en Europe, ok? Et au lieu de s'occuper des grandes questions du jour, qui sont vraiment une menace pour tout le monde, ils s'occupent des implantations. Et quand je dis surpris, surtout que l'Europe, qui nous doit tellement, au peuple juif, ne pense pas deux fois à ce qu'elle fait. Merci beaucoup, Avi Pazner, d'avoir été avec nous ce matin. Merci Cyril. À suivre dans le Morning, on reprendra la direction du sud d'Israël. On l'a dit, les tirs continuent sur Israël, se poursuivent ce matin encore. Au moins 10 missiles tirés depuis la bande de Gaza. Le gouvernement envisage une opération de grande envergure à Gaza. On y revient après un nouveau journal. Et on est de retour, excusez-moi, sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. Les tirs continuent sur le sud d'Israël, se poursuivent ce matin encore. 14 depuis hier soir, pour être exact. Ce week-end, c'est une usine dans la ville de Sderot qui a été touchée de plein fouet. Elle a été totalement brûlée. Le gouvernement envisage même une offensive de grande envergure dans la bande de Gaza. Le rappel des faits, signé Maxime Pérez. Sderot a connu un nouveau miracle samedi soir. Contrairement à ce que suggèrent ces images de désolation, ce n'est pas une roquette, mais le gigantesque incendie qu'elle a provoqué qui a réduit cette usine de peinture à un amas de cendres encore fumantes. Habituellement, une cinquantaine d'ouvriers travaillent sur ce site. Quand l'attaque s'est produite, il n'était que 4 à l'intérieur et sont parvenus à s'extirper des flammes avec de légères blessures, mais sains et saufs. Il n'y a pas eu une, mais 2 roquettes qui sont tombées sur l'usine. Il y a eu ici un immense feu qui s'est propagé, mais les pompiers ont combattu, ils se sont vraiment battus comme des lions. Il aura fallu de longues heures aux équipes de pompiers pour venir à bout du sinistre. Un travail rendu dangereux à tout moment par les nombreux produits toxiques stockés dans l'usine et par le risque de nouveaux tirs de roquettes sur Sderot à tout instant. Au même titre que la municipalité, le gouvernement va apporter son aide. Nous sommes derrière tous les habitants de Sderot et nous soutenons également le maire de cette ville. Tout au long de la journée, les autorités sont venues exprimer leur soutien aux employés de l'usine. Parmi les personnalités politiques à avoir fait le déplacement, le ministre de la Sécurité intérieure, Yitzhak Aharonovitch. On est à près de 200 tirs de roquettes depuis le début de l'année sur toute la région sud d'Israël et également plus au nord. On ne peut évidemment pas rester les bras croisés. 200 missiles qui visent le sud du pays, ses habitants. Il y a ici une population de gens qui vivent et c'est le rôle du gouvernement de leur permettre de le faire. À Sderot, la reprise des tirs de roquettes met une nouvelle fois les nerfs de la population à rude épreuve. Beaucoup appellent à une réaction militaire forte et sans délai dans la bande de Gaza. Et on retrouve en direct dans la ville de Sderot, précisément, notre envoyé spécial Mathias Inbar. Rebonjour Mathias, alors on parle de 14 roquettes tirées depuis ce matin. Est-ce que ces chiffres sont exacts? Est-ce qu'une alerte a eu lieu il y a quelques secondes? Effectivement, Barbara, rebonjour. 14 plus 2. Nous avons été les témoins à 8h24 précisément israélienne de bruits sourds à moins d'1 kilomètre de là où nous nous trouvons, derrière cette école de la ville de Sderot. Ce bruit sourd qui correspond à l'objectif d'un missile Qassam qui s'abat sur cette région de Sderot, du sud du pays d'Israël. Donc exactement, nous sommes à 16 roquettes depuis minuit hier soir. 14 exactement depuis 7h du matin, heure israélienne. Alors Mathias, on aimerait comprendre comment vivent les habitants de Sderot. Je pense que vous en avez un à côté de vous.
Tout à fait, Barbara. Alors j'ai pu rencontrer certaines mamans ce matin. Justement, il est venu à leur rencontre, ces mamans qui ont déposé les enfants ce matin à l'école. Georges Hadjadj, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la sécurité routière dans la ville de Sderot, membre du conseil d'administration de cette mairie. Dans quel état sont les habitants de cette ville de Sderot ? Bon, et mentalement, la population de Sderot et des alentours, dans les kibbutzim aussi à côté de nous. Et mentalement, nous sommes forts. Nous avons malheureusement l'habitude de cette situation. On s'est habitué à vivre avec ça et on sait ce qu'il faut faire. Alors, on vit. Voilà. Alors, vous nous annonciez, c'est une information exclusive à i24 News, que les écoles, certes, les cours sont terminés à partir d'aujourd'hui, mais vous ouvrez, c'est une décision qui a été prise hier soir, vous allez conserver les écoles ouvertes. Oui, en effet, la mairie a décidé hier d'allonger l'année scolaire. Aujourd'hui, c'est la fin, c'est le dernier jour. Mais on va allonger ça jusqu'à la fin du mois de juillet. Et pourquoi ? Toutes les écoles de la ville sont protégées. Sont toutes en béton, avec des fenêtres et avec des vitres qui sont anti-balles. Et donc les enfants sont protégés quand ils se trouvent dans les écoles. Et on veut donner aux parents la possibilité d'aller à leur travail quand ils sont mentalement tranquilles. Et ils savent que les enfants sont protégés, sont à l'école. Donc on va continuer l'année scolaire jusqu'à la fin du mois de juillet. Alors vous avez une anecdote, Georges, vous êtes responsable de la sécurité routière et aussi des infrastructures. Vous aviez proposé à l'époque au Fatah qui contrôlait la bande de Gaza en 2005, avant le coup de maître du Hamas, une sorte de Silicon Valley du tourisme entre Israël et ce territoire palestinien où était placé Israël et depuis tout s'est écroulé. Oui, en effet, à cette époque, j'avais eu une idée, un projet que j'avais proposé de transformer cette région en région touristique. Si on regarde la région, la bande de Gaza, les plages de Gaza sont des très belles plages. Et on peut transformer cette région en région touristique et tout le monde sera content de cette situation. À la place de faire du terrorisme, faire du tourisme, ce serait mieux pour tout le monde. Merci Georges Hadjadj d'avoir été avec nous ce matin. Voilà la phrase, au lieu de faire du tourisme, au lieu de faire du terrorisme, faisons du tourisme. C'est la phrase de Georges Hadjadj. Et d'ailleurs, c'est celle du responsable du conseil régional de la ville d'Eshkol qui disait hier, si les Palestiniens transformaient les missiles en mots, nous pourrions éventuellement discuter, Barbara. Oui, on est bien loin de cette situation, malheureusement. Mathias, de son côté, le gouvernement, et c'est Benjamin Netanyahu qui l'a dit lui-même hier, envisage une nouvelle opération de grande envergure dans la bande de Gaza. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus ce matin ? Eh bien, pour l'instant, je dois dire que je suis assez circonspect quant à cette information parce que lorsqu'il y a ce genre d'annonce, on voit immédiatement beaucoup de missiles, de blindés et de chars qui se dirigent en direction de cette bande de Gaza. Et là, les routes sont vides. Alors, est-ce à dire que les blindés sont positionnés essentiellement dans ce kibbutz de Nahal Oz, c'est-à-dire au nord de la bande de Gaza ? On le saura dans les prochaines heures. En tout cas, toujours est-il que Georges Hadjadj nous le disait à l'instant, Moshe Yaalon a téléphoné personnellement, le ministre de la Défense, au maire de Sderot et lui a annoncé que tous les moyens seront utilisés pour faire ramener le calme. Si cela doit passer par une opération de grande envergure, Barbara, comme vous l'annonciez, cela sera le cas. Merci beaucoup Mathias Inbar depuis Sderot. Vous nous tenez évidemment au courant des derniers développements dans le sud d'Israël. Lundi 30 juin, vous êtes sur i24 News. Merci d'être avec nous. Voici les grands titres à la une de l'actualité. On vient de le dire, les tirs continus sur le sud d'Israël se poursuivent. Ce matin encore, au moins 14 missiles tirés depuis la bande de Gaza. Ces dernières heures, plus tôt, l'armée israélienne avait riposté visant une cellule terroriste. Un Palestinien a été tué. Les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant proclament le rétablissement d'un califat et le changement de nom de l'organisation en État islamique. Ce califat devrait être imposé sur les régions conquises par les islamistes en Syrie et en Irak. De son côté, le Premier ministre israélien appelle à la création d'un État kurde indépendant au nord de l'Irak, une position israélienne désormais officialisée. Le Premier ministre a appelé la communauté internationale à soutenir elle aussi l'indépendance des Kurdes.
Coupe du Monde, 2 matchs à suspense hier soir. Les Pays-Bas se qualifient pour les quarts de finale en battant le Mexique 2-1 grâce à un penalty à la 94e minute. Les Pays-Bas qui affronteront le Costa Rica qui s'est imposé hier face à la Grèce en séance de tir au but. Enfin, l'image du jour, la voici. 18 jours sans nouvelles des 3 adolescents israéliens enlevés par le Hamas et le cri de détresse des familles est arrivé jusqu'au cœur de Tel Aviv hier soir. Large rassemblement de soutien en place Rabin, 85 000 personnes présentes, toutes pour appeler à la libération immédiate des 3 otages. On va balayer l'actu internationale avec vous comme tous les matins et on commence ce matin par l'Irak. Oui, l'Irak où, à en croire les djihadistes, le califat, le régime islamique régi par la charia serait rétabli après presque un siècle. Alors un califat qui s'étendrait depuis la Syrie, depuis la région d'Alep jusqu'à l'est de l'Irak. L'État islamique qui a désigné à la tête du dit califat Abu Bakr al-Baghdadi qui a donc reçu une bonne promotion puisque c'était le chef de l'UIA jusqu'à présent. Un nom, on le note, à consonance sunnite. C'était d'ailleurs, Abu Bakr, c'était le premier calife sunnite. Alors comment comprendre ce geste ? Eh bien, c'est une déclaration de guerre, non seulement à l'Occident, ça on se serait douté, mais aussi à Al-Qaïda. C'est ce que nous explique un expert britannique cité par le Guardian, le professeur, qui explique que cette déclaration ne doit pas être sous-estimée. Elle pourrait signifier la fin d'Al-Qaïda, à voir maintenant la façon dont le groupe répondra à cette provocation. Et Bagdad répond à cette provocation. Le gouvernement central irakien y réagit ? Alors Bagdad, si vous me permettez l'expression, Bagdad rame, d'autant qu'on a pas mal de doutes alimentés par CNN quant à la prise de Tikrit annoncée très fièrement par l'armée. L'offensive, elle avait été lancée samedi, je vous le rappelle. Elle avait été vantée par le gouvernement. Des responsables irakiens annonçant à la télévision publique que Tikrit avait été prise et les rebelles chassés. Mais à y regarder de plus près, ce n'est pas le cas, notamment un témoignage relevé par CNN d'une femme qui dit qu'à Tikrit, elle ne voit que le IL. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des combats qui font rage entre l'armée et les rebelles à quelques kilomètres seulement de la ville de Tikrit. Voilà pour ces développements en Irak qui ne s'arrêtent pas. On continuera évidemment de suivre la situation. Autre information qui a attiré votre attention ce matin, c'est un meurtre et ça se passe au Pakistan. Oui, et c'est un meurtre qui est d'autant plus choquant qu'il révèle cette culture de l'honneur très violente, ce peu de liberté laissé aux femmes dans leur choix amoureux. Alors ils avaient 17 et 31 ans, ils s'étaient enfuis pour se marier. La famille de la mariée est venue les chercher en disant « Finalement, vous avez notre bénédiction ». Alors qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'une fois que le jeune couple est rentré, eh bien, ils ont été attachés et le père leur a tranché la gorge, alors aidé en plus par les 2 oncles, le grand-père et la mère de la jeune mariée au sein du domicile familial. La raison, en fait, l'homme était de caste plus modeste que la jeune femme et ça peut être considéré comme un crime au Pakistan. Du coup, pour que la punition soit vraiment effective et serve d'exemple, des enfants ont même été obligés d'assister à la scène. Alors pour finir, les 5 personnes ont quand même été arrêtées. Il faut savoir quand même qu'au Pakistan, le meurtre d'une femme qui est considérée comme avoir eu un comportement dit impudique est quand même largement toléré. Bon allez, on change d'univers et on parle foot aussi ce matin. Foot version Ramadan, et oui, puisque la période du jeûne pour les musulmans intervient au beau milieu de la compétition, et ça c'est la première fois depuis 1986, donc le Ramadan qui a commencé hier dimanche et qui durera jusqu'au 28 juillet. Et donc pour pratiquer le jeûne, on doit s'abstenir bien sûr de boire, de manger, de fumer, d'avoir des relations sexuelles depuis le lever jusqu'au coucher du soleil. Alors ça concerne pas mal de joueurs, notamment l'équipe algérienne et puis aussi des joueurs d'autres équipes, notamment Benzema de l'équipe française. Et alors la question qu'on se pose bien sûr, le jeûne et la compétition sont-ils compatibles, ou plutôt l'entraînement et la compétition deviennent-ils dangereux du coup? Eh bien, c'est la question que s'est posée le Figaro, qui a interrogé du coup un spécialiste du sport, un médecin du sport. Ce n'est pas impossible de gérer les deux, a-t-il dit, mais cela représente quand même une perte de chance pour les joueurs. Une perte de chance est une idole parce qu'en fait, vu que le jeûne ne sera rompu que 20 minutes seulement avant le premier match, qui pour nous est à 19h, eh bien, il y a des risques de coups de chaud, il y a des risques d'avoir la température du corps qui monte jusqu'à 40 degrés, donc hyper chaleur, des nausées,
nausées, des maux de tête, voire évanouissement, sans compter bien sûr l'hypoglycémie. Alors il faut savoir qu'à la mosquée de Paris, on dit que c'est pas le principe du ramadan n'est pas de se faire violence quand même, c'est possible aussi de se rattraper en faisant par exemple des dons. Alors le joueur belge Nasser Chadli a d'ailleurs déclaré qu'il se rattraperait après la coupe. Voilà, ça semble un peu compliqué. On leur souhaite bonne chance en tout cas. Elle est en Arabie Saoudite, moins de flexibilité quand on parle ramadan. Bah oui, d'autant que l'Arabie Saoudite, c'est quand même la gardienne des lieux saints de l'islam. C'est ce qu'écrit RFI, au point que les non-musulmans doivent respecter le ramadan sous peine de se voir expulsés carrément. Alors les sociétés qui embauchent pas mal d'expats, justement, ont reçu un très aimable communiqué les priant de prévenir les 10 salariés. Alors ceux qui boivent, mangent, fument ou mâchouillent un chewing-gum même sur le lieu de travail, eh bien, verront non seulement leur contrat de travail rompu, mais seront donc expulsés du royaume. Et ça concerne quand même 9 millions de travailleurs étrangers, pour la plupart asiatiques. Et la règle vaut bien sûr aussi dans les rues, dans les centres commerciaux. Donc, pour mâcher un chewing-gum ou boire un peu d'eau, il fait plus de 50 degrés quand même à Riyad. Planquez-vous. Bon, voilà. Sévérité totale. Allez, on change de décor pour finir. On part pour la Suisse. On aurait retrouvé le voleur du dossier médical de Schumacher. Et il s'agit d'un ambulancier suisse qui aurait dissimulé, en fait, non pas le dossier, l'histoire était un petit peu exagérée par les médias, mais une missive, en fait, d'un docteur. Alors, la lettre, cet ambulancier a tenté de vendre cette lettre sur Internet, 50 000 €. Donc, il a quand même, du coup, attiré un petit peu le regard des médias sur lui. Alors, sous le pseudo Kagé Moucha, c'est lui qui aurait donc tenté de vendre le document sur Internet. Voilà. Bon. Ça n'intéressait pas grand monde. Il a un petit peu surestimé quand même les effets de cette lettre. Il fallait peut-être voler tout le dossier, en fait. Peut-être, mieux qu'une simple missive. Merci beaucoup, Betsabé. On se retrouve évidemment demain. À suivre dans le morning, les vacances d'été démarrent demain. C'est le dernier jour scolaire aujourd'hui. Alors, on vous dit tout. Des voyages du futur. Comment les nouvelles technologies vont changer nos habitudes de voyage. Valises connectées, Google Glass pour retrouver son chemin dans une ville qu'on ne connaît pas. Tous les détails après un nouveau journal. Les vacances d'été démarrent demain. On vous dit tout à présent, des voyages du futur. Comment les nouvelles technologies vont changer nos habitudes. Johan, alors, il faut que je change de valise, il faut que je change de lunettes, il faut que je change de montre. Bref, c'est mal parti. On change tout. C'est mal parti, mais on va très bien partir, vous allez voir. Alors en fait, l'analyse que je vous fais ce matin est basée sur une étude qui a été publiée hier par le moteur de recherche Skyscanner, donc moteur de recherche spécialisé dans les billets d'avion. Alors, 56 experts se sont penchés sur la question de l'évolution de notre façon de voyager par les nouvelles technologies dans les années à venir. C'est donc un voyage dans le futur que je vous propose ce matin, mais un futur probable, puisqu'en fait, toutes les technologies présentées et les idées présentées sont basées sur des technologies déjà existantes, auxquelles on ajoute des fonctionnalités qui sont en cours de développement. Ok, c'est ça. Donc, vous nous proposez des exemples concrets. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Voilà, c'est quelque chose de très probable qui va arriver et on commence par la préparation du voyage. Alors, préparation du voyage. Aujourd'hui, Barbara, lorsque vous préparez un voyage, comment vous faites pour trouver votre billet d'avion et votre réservation d'hôtel ? Google. Généralement, voilà, moteur de recherche, on cherche les offres intéressantes. Eh bien, aujourd'hui, si tout se passe par Internet ou par tablette, il faut savoir que demain, on se passera complètement d'ordinateur puisque grâce aux objets connectés, je vais prendre l'exemple des montres connectées, vous savez, ces montres qui sont déjà sur le marché et dont on parle de plus en plus, avec plusieurs fonctionnalités, eh bien on peut imaginer qu'un assistant personnel se logera dans votre montre connectée et se chargera pour vous de tout ça. C'est-à-dire que la montre sait exactement quel type de voyage vous préférez. Est-ce que vous êtes plutôt plage, est-ce que vous êtes plutôt ville, avec combien de valises vous avez l'habitude de voyager, et vous sélectionnera donc des billets d'avion avec une limitation de poids ou de nombre de bagages correspondant à vos habitudes, une sélection d'hôtels correspondant à vos goûts personnels. On peut même imaginer que votre montre connectée sera connectée à vos comptes bancaires. En banque. Et donc vous proposera des voyages à la mesure de vos finances. Selon mon budget. Exactement. C'est génial. C'est génial. Alors ça, c'est pour la préparation. Une fois qu'on est à l'aéroport, vous allez voir que ça change encore plus. Alors, il y a 2 idées maîtresses à l'aéroport. La première, c'est automatiser et simplifier toutes les démarches. Et la deuxième idée, c'est transformer le temps d'attente, tant au vol qu'en sol, en divertissement. Alors, je commence par la simplification des démarches. On peut imaginer que votre valise sera elle aussi
un objet connecté, et qu'il suffira de la poser dans l'emplacement prévu à CTV pour qu'elle s'enregistre toute seule. D'accord. Auto-pesée, auto-enregistrée. Voilà, quelque chose qui sera donc très pratique. Une valise intelligente. Une valise complètement intelligente. D'ailleurs, Greg Fordman, PDG d'Airbus, nous dit que d'ici 5 ans, il n'y aura plus besoin d'un seul agent humain dans un aéroport. D'ici 5 ans. C'est rien. Donc, c'est donc demain. Et la compagnie British Airways expérimente actuellement un système similaire avec des étiquettes numériques qu'on accroche sur sa valise, sur lesquelles sont enregistrées vos coordonnées, la réservation, le numéro de vol, etc. Ça marche très bien. Ah, c'est hyper logique. Autre exemple, en Corée du Sud, l'aéroport de Séoul, on y trouve un comptoir qui permet de s'enregistrer en seulement 3 minutes. Alors, électroniquement, tout se passe. on oublie les files d'attente interminables au comptoir d'enregistrement. 3 minutes suffisent pour vous enregistrer. Enfin, toujours sur l'enregistrement, on peut imaginer qu'avec les lunettes connectées, on peut parler des Google Glass dont on parle beaucoup en ce moment, vous n'ayez plus besoin de chercher votre chemin à l'aéroport, on ne sait plus quelle porte c'est, on ne sait plus comment faire. Vous mettez les lunettes Google Glass et avec la réalité augmentée, des informations apparaissent sur vos lunettes, c'est-à-dire qu'on peut imaginer un système de flèches, exactement, qui apparaissent sur le sol. Dernier exemple, toujours dans l'aéroport, la sécurité. Et encore plus en Israël, on sait que les contrôles de sécurité sont assez longs, assez laborieux parfois. Imaginez que vous n'ayez plus besoin de passer les portiques de sécurité et que la sécurité se fasse toute seule par des caméras qui vous filment au loin. Alors c'est assez compliqué, on peut imaginer un scanner laser moléculaire qui vous passe au crible à distance pour vérifier le contenu de vos bagages et le contenu de vos bagages à main pour voir si vous n'avez rien de dangereux. On peut imaginer même évidemment que on scanne vos émotions et vos expressions faciales pour voir si vous représentez un quelconque danger parce que vous êtes stressé ou parce que vous avez l'air mal à l'aise. Bien évidemment, on dit au revoir au passeport papier tel qu'on le connaît, bien évidemment. Tout est contenu dans notre montre ou dans un objet connecté quelconque. Voilà. Et puis on peut même imaginer que si vous avez un risque quelconque parce que vous présentez un risque quelconque parce que vous avez déjà eu des problèmes dans un aéroport ou au contraire vous n'avez jamais de problème dans un aéroport, les démarches de sécurité et de contrôle sont accélérées puisqu'en fait on connaît votre historique, on sait que vous êtes quelqu'un qui ne présente aucun risque. Identifiant numérique. Voilà, quoi. alors ça c'était la première idée maîtresse, simplification, automatisation. Deuxième idée maîtresse, le divertissement. Donc on le sait quand dans les aéroports et dans les avions, on attend. Alors ça c'est terminé et l'idée c'est de vous proposer une expérience enrichissante. Alors c'est déjà le cas par exemple dans l'aéroport de Singapour où l'aéroport se transforme en galerie d'art. On a des œuvres artistiques qui sont présentées comme c'est le cas avec cette sculpture qui est une des plus grandes sculptures animées au monde par exemple. C'est magnifique, des gouttes d'or. Voilà. Bon voilà, ça c'est pour l'aéroport, je suis arrivée, et puis je fais quoi? Je vais faire du shopping? Alors avant d'arriver de faire du shopping, je vous propose même de faire du shopping dans l'aéroport. Voilà, alors je sais pas si vous en faites aujourd'hui dans les duty free, dans les espaces détaxés. Eh ben, ce sera beaucoup plus agréable en tout cas demain, enfin agréable en tout cas différent. On peut imaginer que toutes les surfaces au sol et murales soient des surfaces de shopping électroniques digitalisées, c'est-à-dire des magasins électroniques. Exactement, ça existe déjà dans certains aéroports. Bien évidemment, votre montre connectée fournira l'heure et la date de votre retour. Donc on peut imaginer que vos objets seront livrés directement chez vous le jour de votre retour. Pas besoin de donner plus d'informations. Divertissement également en avion, comme c'est le cas depuis quelques semaines avec la compagnie israélienne El Al. Alors, est-ce que vous savez ce que El Al nous propose depuis quelques semaines? Dites-moi. Eh bien, vous téléchargez une application sur votre smartphone ou sur votre tablette avant de partir, et puis arrivé en vol, vous vous connectez au réseau Wi-Fi de l'avion, et sur votre appareil, sur votre iPad ou smartphone, vous avez accès à un service de streaming directement pendant votre voyage. Vous avez accès à une bibliothèque de contenu très grande, films, musique, jeux. C'est moi qui choisis. Voilà. C'est un peu ce qu'on avait sur les tablettes dans certains avions incrustés dans les fauteuils devant vous. Là, vous l'avez directement sur votre appareil. Et je l'arrête quand je veux, vous l'arrêtez etc. quand vous voulez, vous en faites ce que vous voulez. Le confort est bien évidemment complètement différent parce que c'est votre appareil. Voilà, donc un divertissement. En tout cas, ça existe déjà. Ça existe déjà sur El Al depuis quelques semaines. Le service s'appelle Dreamstream by El Al. L'application est à télécharger dès aujourd'hui. Voilà. Vous en pensez quoi, Virginie, de toutes ces nouvelles technologies pour ça voyager fait rêver, mais bon, en fait, la finalité, c'est vraiment de gagner du temps. C'est ça. tout. Pour que ça aille plus vite. La finalité, c'est d'optimiser le temps, c'est ça, parce qu'on va quand même passer beaucoup de temps toujours à l'aéroport. Parce que je suis pas certaine que le système de sécurité soit si sûr que ça. Pour l'instant, pas encore. Si on est bon acteur pour essayer de détecter les gens stressés. C'est le seul point qui n'est pas encore développé, qui est en test. Si c'est développé demain, c'est vrai qu'on va gagner un temps fou, et qu'en tout cas, si on ne gagne pas ce temps réellement, on va pouvoir en faire autre chose. C'est-à-dire plutôt que d'attendre dans une file d'attente, on va pouvoir s'occuper autrement. Voilà. C'est ça, et puis on sera pas obligé d'être là 3 heures à l'avance. C'est ça, ça change quand même beaucoup de choses. Bon, on souhaite bonnes vacances à tous ceux qui partent en vacances dès demain. Ce ne sera pas notre cas, mais voilà, on n'est pas jaloux. Merci beaucoup, Johan, restez avec nous.
Lundi 30 juin, voici les grands titres à la une de l'actualité ce matin. Les tirs continuent sur le sud d'Israël, se poursuivent ce matin encore. Au moins 14 missiles tirés depuis la bande de Gaza ces dernières heures. Plus tôt, l'armée israélienne avait riposté visant une cellule terroriste. Un Palestinien a été tué. Les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant proclament le rétablissement d'un califat et le changement de nom de l'organisation en l'État islamique. Ce califat devrait être imposé sur les régions conquises par les islamistes en Syrie et en Irak. De son côté, dans ce contexte, Benyamin Netanyahou a appelé à la création d'un État kurde indépendant au nord de l'Irak, une position israélienne désormais officialisée. Le Premier ministre a appelé la communauté internationale à soutenir elle aussi l'indépendance des Kurdes. Coupe du Monde, on va en reparler évidemment. 2 matchs à suspense hier soir. Les Pays-Bas se qualifient pour les quarts de finale en battant le Mexique 2-1 grâce à un penalty à la 94e minute. Ils affronteront le Costa Rica qui s'est imposé hier face à la Grèce en séance de tir au but. Enfin, l'image de ce lundi, 18 jours sans nouvelles des 3 adolescents israéliens enlevés par le Hamas et le cri de détresse des familles est arrivé hier soir jusqu'au cœur de Tel Aviv. Large rassemblement. Place Rabin, vous le voyez, 85 000 personnes présentes, toutes pour appeler à la libération immédiate des otages. Alors Virginie, bonjour. On va reparler de ces images qu'on vient de voir. Mobilisation également de certains artistes israéliens hier. Vous l'avez dit, 85 000 personnes, mais aussi énormément d'artistes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye d'employer tous les moyens pour mobiliser la population et puis pour appeler à la libération de ces 3 jeunes qui, je vous le rappelle, ont été enlevés à Gush Etzion. Et bien hier soir, c'est place Kikar Rabin que l'association Bring Back Our Boys a mobilisé la population et notamment des artistes locaux, des stars de la scène israélienne comme Miri Messika, Rami Klenstein, Zvika Pik, sa fille aussi qui était là, et Lior Narkis. Une seule idée en tête, celle de chanter ensemble, celle d'être unis pour pouvoir retrouver bien ces 3 jeunes disparus. On attend toujours de leurs nouvelles. Alors c'est vrai que chaque jour, place Kikar Rabin, pour ceux qui sont à Tel Aviv, eh bien, vous pouvez vous rendre sur place. Des stands sont mis en place et puis des réunions, des prières sont organisées pour faire appel à la libération de ces 3 jeunes qui sont toujours... Voilà, on a vu à l'image évidemment les foules qui se sont déplacées, les mères des 3 otages. Qui ont fait un discours, les chanteurs qui se sont exprimés aussi et la population qui est triste et qui appelle à la libération immédiate évidemment des 3 jeunes. Allez, on change d'univers et on parle d'une légende à présent. 5 ans après sa mort, Michael Jackson continue d'obséder ses fans. Il s'invite même au mondial. Oui, exactement. Michael Jackson est là 5 ans après sa mort avec le titre They Don't Care About Us. Il s'en fiche de nous, un message qui n'est pas laissé au hasard, Barbara, puisqu'aujourd'hui, si on prend en compte ce qui se passe dans les favelas de Rio, si on prend en compte ce mondial qui nous fait oublier finalement la pauvreté de la population, eh bien effectivement cette chanson qui a été écrite en 96 pour dénoncer les préjugés, mais aussi la haine au Brésil et puis l'injustice entre les pauvres et les riches, eh bien les habitants pauvres de Rio aujourd'hui s'approprient cette chanson et ce titre qui avait été tourné donc il y a 20 ans est toujours d'actualité avec des paroles qui finalement sonnent comme une opposition à la FIFA. Je vous propose tout de suite de l'écouter. On peut danser, c'est sympa. Ouais, un message toujours d'actualité. Exactement, et donc un clip qui avait été tourné dans une des favelas de Rio, ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, tous les habitants des favelas sont fiers de ce titre et le chantent haut et fort durant ce mondial. Ils ont récupéré cette chanson de Michael Jackson, où la folie autour de lui ne s'arrête pas là. Elle ne s'arrête pas du tout, la preuve à Los Angeles, la veille donc de
l'anniversaire de la mort de la pop star, eh bien, les fans se réunissent chaque jour. Et puis aujourd'hui, eh bien, c'est dans les esprits qu'il continue d'exister. À la veille de ce 5e anniversaire, donc, la mort qui avait eu lieu le 25 juin 2009, eh bien, de nombreuses danses et réunions ont été organisées. Son album Escape, qui je vous le rappelle est un inédit qui remasterise 8 chansons, il y a seulement 8 titres, qui en collaboration avec des artistes, donc qui a été lancé tout récemment. Il faut savoir que Michael Jackson, depuis sa mort, génère environ un peu plus de 700 millions de dollars, ce qui n'est pas rien du tout. Et puis, eh bien, Michael Jackson, on l'aime, ses fans l'aiment. Je vous propose tout de suite de découvrir des images qui nous viennent tout droit de Los Angeles. Okay. Good, that's first line. Okay, second line. Alors on danse, Los Angeles. Alors voilà, on danse, on s'éclate, on n'oublie pas Michael Jackson, et puis il est là, il est dans les esprits, je vous l'ai dit. Alors et puisque je vous en parle, eh bien on va découvrir un des morceaux de son dernier album, donc Escape, je vous rappelle, qui est donc le titre de cet album, et Escape qui est surtout une des chansons qu'il avait écrit pour l'album Invincible, qui finalement n'était pas sorti. Alors en 2002, on avait eu le droit à des fuites sur Internet. Ouais. Aujourd'hui, c'est officiel, elle a été commercialisée, et vous allez le voir, eh bien c'est un hologramme qui fait le show. Je vous propose tout de suite de découvrir les images. Empty sheets at night. She dances to his needs. She dances till he feels just right until he falls asleep. She dances at the crack of dawn and quickly cooks his food. She can't be late, can't take too long. The kids must get to school. Donc là, en fait, Michael Jackson, complètement immortel, quoi. Immortel, c'est un hologramme. Alors, on avait eu déjà la chance de voir ce genre d'hologramme au Japon, notamment où on a des espèces de personnages comme ça qui font le show et qui sont d'ailleurs des superstars. Aujourd'hui, eh bien, c'est Michael Jackson qu'on ne veut pas voir mourir et qui reste ici avec un nouvel album, avec des nouvelles chansons et avec un nouveau concert qu'on peut voir ici. Alors, on le voit, hein, il y a des vrais danseurs et puis le reste, eh bien, ce sont bien évidemment des hologrammes. Incroyable, impressionnant. Voilà pour Michael Jackson et son nouvel album à titre posthume. On termine avec une bonne nouvelle pour les Israéliens. Exactement, on va rester en musique. Le pianiste français Richard Kleiderman sera en Israël très prochainement, plus exactement pour 4 dates du 11 au 14. Je crois que ça ne fait pas plaisir à Johan. Ça vous laisse indifférent. Écoutez, c'est une superstar, hein, vous pouvez rire. Alors, il y aura aussi Lady Gaga en septembre, ne vous inquiétez pas. En tout cas, les places, Johan, ça vous intéresse, coûteront entre 60 et 100 $. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'artiste, eh bien il s'est fait connaître. Alors on le voit là à l'écran, dans les années 70, il a enregistré plus de 12 000 morceaux, même si ça vous fait rire, Johan, vendu 85 millions d'albums et remporté 340 disques d'or et disques de platinum. Et bien son titre le plus célèbre, on l'entend tout de suite, c'est Ballade pour Adeline, qui était 580. Voilà pour cette excellente nouvelle, Johan. Merci. Il y a 34 ans. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Virginie. À suivre, on parle Coupe du Monde. Évidemment, les 8e ont démarré en trombe. Alors jusqu'ici, qui a surpris, qui a déçu? Focus également ce matin sur les équipes africaines, le Nigeria notamment. On voit tout ça après un nouveau journal. Ne bougez pas. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. Matinée plus que tendue pour les habitants du sud d'Israël et la ville de Sderot notamment, où on retrouve en direct notre envoyé spécial Mathias Inbar. Mathias, de nouveaux tirs sur la ville de Sderot et une maison touchée? Alors, pas exactement dans cette ville de Sderot, mais quelques kilomètres au nord de la ville de Sderot, exactement dans le Sdat à Negev, où une habitation a été frappée. Quelques dégâts légers, 4 personnes
hospitalisés, tous en état de choc particulièrement avancé. Voilà ce que l'on peut dire dans les heures. Eh bien, depuis ce matin, plus de 13 roquettes se sont abattues, ont été tirées depuis la bande de Gaza. Ils se sont tous abattus, hormis celles dont je viens de parler, tous en terrain vague. Alors, la fin de l'année scolaire approche. Aujourd'hui, dernier jour de classe. Est-ce que la vie a poursuivi son cours normal aujourd'hui à Sderot? Les enfants se sont-ils rendus dans les écoles ce matin? Oui, tout à fait. On ne dénombre aucune absence. C'est ça qui est plutôt surprenant dans la ville de Sderot. Ils se sont certes habitués à la pluie de missiles, mais ils se sont habitués également au calme qui régnait ces derniers mois. Depuis 15 jours, effectivement, il y a de nouveau ces roquettes et ces missiles qui s'abattent sur cette ville de Sderot. Mais ces mamans, bien évidemment, sont stressées. Celles qui sont désormais abonnées à leur smartphone aux alertes qui retentissent tout au long de la nuit nous ont effectivement dit que les enfants, eux, également étaient stressés, mais ils sont allés à l'école. Et puis cette information qui a été donnée à i24 News, eh bien, celle que les écoles donc vont rester ouvertes. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura pas certes de cours, mais les enfants sont invités à venir se rendre tous les matins dans ces écoles parce que ces écoles sont blindées, disposent de murs de béton qui protègent les enfants de tirs de missiles et donc la municipalité préfère prendre à sa charge le financement et la responsabilité de faire venir les enfants dans ces écoles plutôt que de les laisser dans leur habitation dont certaines ne sont toujours pas blindées. Quotidien difficile donc pour les habitants de Sderot ce matin. Merci beaucoup Mathias, vous nous tenez au courant évidemment de tous les développements dans le sud d'Israël. Et on en vient à l'actu sur Internet ce matin. Qu'est-ce qui agite le web, Rudy? Tout d'abord, ce qui agite le web, c'est cette proclamation de Leil sur ce califat. Oui, on le voit sur Twitter avec ce tweet signé sur un compte Twitter périphérique de l'EIL, de ce qu'on appelait encore hier l'EIL. Le groupe djihadiste a proclamé hier l'établissement d'un État islamique et le rétablissement du califat en Irak. Alors donc ce week-end, l'armée irakienne repoussait les forces de l'EIL à Tikrit. Alors cela a donc tout l'air d'une opération de communication avec un objectif annoncé qui est répété. Regardez cet autre tweet, l'État islamique précédemment, donc ISIS c'est le nom en anglais, dit qu'il étendra son territoire et qu'il a pour but de capturer Jérusalem. Alors le nom change, mais le discours ne change pas et les internautes ne s'y trompent pas. Le journaliste Jean-Daniel Flezaquier dit que ce discours n'a rien de neuf et que certains prêches arrivant jusqu'ici, donc en France, par satellite, disent la même chose depuis longtemps. Pour Olivier Rimmel, il s'agit tout simplement d'un nouveau branding, donc d'une nouvelle marque. Il dit ne dites plus ISIS mais IS pour Islamic State et ne dites plus EIL mais EI pour État islamique. Et puis on va terminer ces réactions avec une petite note positive postée par un internaute qui est archéologue originaire de Syrie. Cette image de deux meilleurs amis, l'une chiite, l'autre sunnite, et ce message: malgré les génocidaires, nous continuerons à défendre l'unité. Elles sont en Irak, ces jeunes filles? Oui. Bon. Une exception peut-être dans ces temps difficiles pour l'Irak. Allez, autre actu ce matin sur Internet, c'est cette expérience qu'a fait Facebook sur 700 000 de ses utilisateurs. Oui, 700 000 utilisateurs. L'étude a été révélée dans la revue scientifique PNAS et elle a été menée en secret par les chercheurs qui travaillent pour Facebook. Le principe est simple, il a duré une semaine. C'est une étude qui a duré une semaine sur 689 000 utilisateurs. Alors dans la première partie de la semaine, par un système informatique de reconnaissance des mots-clés, tous les statuts négatifs avaient moins de chances d'apparaître donc sur votre fil d'actualité Facebook. Et dans la seconde partie, ce sont les statuts positifs qui n'apparaissaient pas. Donc en fait, vous aviez un Facebook tout rose, puis un Facebook tout noir. Et la conclusion est que les internautes ayant été exposés à plus de contenu positif publier naturellement plus de statuts positifs et inversement, ceux soumis au statut négatif publier des messages négatifs. En gros, la conclusion, c'est que l'émotion peut se transmettre sans aucune interaction humaine, ne serait-ce que par Facebook. C'est la conclusion de cette étude. Pourquoi Facebook a mené cette enquête sans que les utilisateurs le sachent? C'est pas correct. Oui, ça crée la polémique. C'est vrai que Facebook prend des risques à publier cette étude qui avoue que finalement l'entreprise prend ses clients pour des cobayes, mais l'intérêt en fait est tout autre. Vous vous souvenez de cette
cette étude dont je vous ai parlé, qui disait que quand on était soumis au bonheur des autres sur Facebook, on était dépressif. Et plusieurs études ont montré ce mécanisme. Eh bien, cette étude, elle dit exactement le contraire. Elle dédouane Facebook de faire fabriquer en fait du faux bonheur. Et à ce propos, on va finir avec un petit court-métrage qui a été repéré par le site des Inrocks. Il est signé Sean Hayton. Il montre comment la vie Facebook et la réalité peuvent être bien différents. On regarde. C'est super déprimant. Oui, c'est super déprimant, c'est vrai. C'est horrible. C'est un très beau court-métrage qui a un gros succès sur Internet. Il dure que 3 minutes, mais il est vraiment bien fait. On comprend bien tous les enjeux. Merci beaucoup, Rudy. Restez avec nous, on parle foot dans un instant. Lundi 30 juin, à la une de l'actualité, ce matin, les tirs continuent sur le sud d'Israël se poursuivent. Ce matin, encore au moins 16 missiles tirés ces dernières heures depuis la bande de Gaza. L'un d'entre eux a touché une maison il y a quelques minutes. Des dégâts ont été causés sur cette habitation. Non loin de la ville de Sderot, plutôt, l'armée israélienne avait riposté visant une cellule terroriste. Un Palestinien a été tué. Les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant proclament le rétablissement d'un califat et le changement de nom de l'organisation en l'État islamique, tout simplement. Alors ce califat devrait être imposé sur les régions conquises par les islamistes en Syrie et en Irak. Et dans ce contexte, Binyamin Netanyahu a appelé, lui, à la création d'un État kurde indépendant au nord de l'Irak, une position israélienne désormais officialisée. Le Premier ministre a appelé la communauté internationale à soutenir elle aussi l'indépendance des Kurdes. Coupe du Monde, 2 matchs à suspense hier soir. Les Pays-Bas se qualifient pour les quarts de finale en battant le Mexique 2-1 grâce à un penalty en 94e minute. Ils affronteront le Costa Rica qui s'est imposé lui face à la Grèce en séance de tir au but. On en reparle dans un instant. Enfin, l'image de ce lundi, 18 jours sans nouvelles des 3 adolescents israéliens enlevés par le Hamas et le cri de détresse des familles qui est arrivé jusqu'au cœur de Tel Aviv hier soir. Large rassemblement de soutien, place Rabin, 85 000 personnes présentes toutes pour appeler à la libération immédiate des 3 otages. Et comme tous les jours, on parle sport et mondial, évidemment, les derniers résultats, les matchs à venir, les 8e ont démarré hier. Alors, on vous dit tout de ceux qui ont déçu, de ceux qui ont surpris. C'est parti. Lise Birnbaum, on démarre par les résultats du week-end avec tout d'abord samedi un match Brésil-Chili qui s'est joué lui aussi au tir au but. On en a beaucoup dit de ce match. Oui, le Brésil qui est toujours un peu décevant, donc ça s'est fini par 1-1. Les Brésiliens ont donc arraché leur qualification en quart de finale. C'est Luis qui a marqué chez eux. Du côté du Chili, c'était Sanchez. Et les Chiliens n'ont pas du tout démérité. Vraiment, ils ont été très bons. Mais c'est Neymar qui a donné le tir au but victorieux finalement à la Seleção. Alors, certains disaient même que le Chili méritait cette victoire. Vous le pensez aussi ? Je dirais pas jusque-là, mais je pense que le Brésil n'est pas très convaincant dans cette Coupe du Monde. On a l'habitude d'avoir un jeu beaucoup plus offensif et explosif de la part du Brésil. Ouais. Là, pour vous donner un ordre d'idée, l'homme du match du côté brésilien, c'était le gardien. Ouais. Donc, c'était pas Neymar, par exemple, l'attaquant vedette. Donc, le collectif brésilien semble un petit peu à bout de souffle. On se demande jusqu'où ils vont pouvoir aller avec ce style de jeu. Le Brésil qui va rencontrer en quart la Colombie oui. Qui explose. La Colombie, ça va plutôt pas mal, oui. Ils ont gagné donc 2-0. Ils ont éliminé l'Uruguay grâce à un doublé de Rodriguez. Je vous rappelle que l'Uruguay était quand même privé de son attaquant star Suarez, suspendu parce qu'il a mordu un Italien la semaine dernière. Qui est rentré chez lui, Suarez.
Oui, il est suivi par son équipe de près. Donc voilà, donc la Colombie, ça va bien. Ils vont donc affronter le Brésil en quart de finale. Et même sans Falcao, on se rend compte qu'ils y arrivent plutôt pas mal. Il faut quand même dire qu'en Amérique latine, aujourd'hui, il n'y a plus que l'Argentine et le Brésil, justement. L'Uruguay, la Colombie, le Chili, tout ça, c'est des pays qui les concurrencent beaucoup. Et donc Rodriguez, l'auteur du doublé, il a quand même été élu meilleur joueur des phases de poule jusqu'à maintenant. C'est lui le meilleur buteur avec 5 buts marqués pendant la compétition. Il est en train de devenir une petite star, Rodriguez. Oui, sur Internet, ça devient une véritable star. Il joue à Monaco et beaucoup disent qu'il finira au Real l'année prochaine. Voilà, possible. Alors, hier soir, d'autres matchs à suspense aussi. D'abord, les Pays-Bas qui ont rencontré le Mexique. Les Pays-Bas, une sélection européenne qui s'en tire bien. Oui, mais on a eu peur quand même pour les Hollandais parce que Ochoa, le gardien mexicain, comme d'habitude, était très bon. Donc, ils étaient menés, mais ils ont su renverser la vapeur en marquant 2 buts coup sur coup dans les derniers instants du match. Et donc, ils se qualifient en gagnant 2-1 face au Mexique. Les Mexicains ont un peu peur de gagner, il faut le dire. À partir du moment où ils ont marqué leur but, ils sont repliés en défense et puis ils ont attendu que ça vienne. Et puis évidemment, en football, ça pardonne pas. Il faut jamais se replier comme ça et attendre 30 minutes. Et ils ont eu vraiment cette peur de gagner, mais ça leur arrive très souvent au Mexique. Voilà, et le Pays-Bas qui l'emporte à la dernière minute. Mais c'était le choc des titans quand même. C'était la meilleure attaque, les Pays-Bas, avec 10 buts marqués contre la meilleure défense. Donc c'était difficile. Mais les Oranges redorent le blason de l'Europe. Ça fait quand même un peu plaisir. Les Mexicains ont été courageux, mais comme d'habitude, malheureusement, depuis 1994, ils s'arrêtent en 8e de finale. Donc, les Hollandais s'arrêtent. Non, les Mexicains les Mexicains s'arrêtent. Et pour les Hollandais, vous pensez qu'ils vont arriver loin ? Je pense qu'ils vont être dans le dernier carré, ils sont plutôt bons. Ils ont le Costa Rica au prochain tour, donc ça semble facile sur le papier. Alors justement, le Costa Rica, parlons-en. Le Costa Rica qui a affronté la Grèce hier, et c'est un peu la grande surprise de ce mondial. C'est la surprise de ce mondial, mais là, contre la Grèce, bizarrement, ils n'ont pas été aussi bons que d'habitude, puisqu'on a eu une victoire au tir au but aussi, c'était 1-1, ils ont gagné avec 5 pénaltys contre 3, alors que le Costa Rica, c'était effectivement l'outsider de ce mondial. Ils étaient dans le groupe D, le groupe de la mort. Ils sont arrivés premiers face à l'Angleterre, l'Uruguay, l'Italie. Et là, ils n'ont pas si bien résisté que ça face à la Grèce. Ils doivent surtout leur victoire à leur gardien, là aussi, qui est leur Navas, qui les a un petit peu sauvés, mais ils vont quand même en quart et donc ils affronteront les Pays-Bas. Voilà, allez, on passe au match du jour, Lise, avec tout d'abord ce soir un match qui va opposer l'Allemagne à l'Algérie. Oui, on aura donc la Mannschaft contre les Fennecs algériens. Je vous rappelle que les Fennecs, depuis 82, ils n'étaient pas arrivés à ce stade de la compétition, donc ils sont quand même très très motivés. Évidemment, c'est historique pour les Algériens. Concernant l'Allemagne, aussi, Internet est en ébullition. Il y a eu un Allemagne-USA, et lors de ce match, il y a eu 48 000 tweets avec le mot nazi, c'est-à-dire c'est une manière dont des Américains contre les Allemands. Voilà, c'est la manière dont les Américains parlaient de l'équipe nationale allemande. Il y a quand même du boulot à faire du côté des tweetos américains. C'est sûr. Ouais. Lise, et puis ce soir, les Bleus affrontent le Nigeria. Oui, alors là, on attend tous ce match avec beaucoup d'impatience. On verra bien ce que ça donnera parce que les Nigérians, ils sont quand même assez en forme. Ah, vous avez peur pour les Bleus ? J'ai pas peur pour les Bleus, mais le Nigeria, c'est quand même une grande nation de football depuis très longtemps. C'est surtout dans les années 90 qui brillait. Je vous rappelle qu'en 96, ils ont gagné les JO d'Atlanta. Après, c'est le Cameroun qui a un peu pris le dessus en Afrique. Et c'est une équipe très, très forte physiquement, très athlétique. Donc, les Bleus peuvent les craindre, même s'ils sont que 44e au classement FIFA. On va reparler de ces équipes africaines dans un instant. Rudy, on parle des Bleus. Oui, c'est un match qui jouera à 13h, donc il faudra faire attention au physique aussi. Ouais. Alors oui, on parle des Bleus parce que je vous ai trouvé le sosie de Benzema. C'est pas vrai. Benzema, oui, la Coupe du Monde, ce sont des visages et par conséquent plein de sosies. Alors voilà, Karim Benzema, c'est le Huffington Post qui les a repérés. On va voir, voilà, il ressemble à qui ? À l'acteur américain Shia LaBeouf qui joue dans Fast and Furious. Alors on va continuer. Ils sont sortis de la compétition, les Italiens, avec, on va passer à la suite, Andrea Pirlo qui, si vous regardez Game of Thrones, ressemble à Sandor le limier dans Game of Thrones. Là, il n'y a aucune... La mèche surtout, oui, en fait. Ouais, la barbe aussi. Il n'y a aucune discussion possible. Puis il y a cette ère aussi. Alors là, on va faire un petit peu plus vintage avec l'allemand Mesut Özil et qui ressemble, regardez, à l'acteur américain Buster Keaton qu'on va voir. Voilà. Et voilà, donc il y a plein de sosies dans cette Coupe du Monde. Ça occupe en regardant les matchs, cela dit.
Alors, ce qui occupe Internet aussi, on revient au bleu, c'est ces folles rumeurs de déplacer le 14 juillet au 15 juillet cette année. Oui, c'est l'hypothèse un peu folle qui a couru ce week-end, à laquelle on a pensé même à l'Elysée. C'est ce que nous avait révélé 20 minutes ce week-end. Alors, en cas de finale avec les Bleus, finale qui aura lieu le 13 juillet à 22h heure française, François Hollande, pour pouvoir se rendre au Brésil, aurait demandé d'étudier la possibilité de décaler la fête nationale au 15 juillet. Alors, cette rumeur a enflammé le net ce week-end. Alors pour l'UMP, Didier Réault, c'est une honte, rien que d'y penser, aucun respect pour la nation, dit-il. Yannick se demande pourquoi pas un Noël du 26 décembre et beaucoup comme Keren Havelen parlent de récupération politique des Bleus. Voilà, on verra si les Bleus iront jusqu'en finale en tout cas. Hein. Merci beaucoup Elise, merci Rudy, merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Portez-vous bien.